Ome mame Jani, elle a tout kodonga dake. Papa yamba yamba, ouais qu'elle est honorable. Il a beaucoup songa. Papa yemwe, wadi yemwe, koile yemwe, papa yoko. Papa honorable, yamba on a papa choqué. Dola benge. Tokenya ngomelo. Tokenya ngomolo, marosa sa papa honorable choqué. Ewo ko. Papa yamba. Eto dako to kato dako to. Ton dako lo keko kime toko to kwato kolengela. Yamba Shuku Oto Konda Pene Ngongo Lutete. Soyez le bienvenu dans notre émission Nouvelle Vision Panafricaine. Merci beaucoup, croyant africain. Très content, Monsieur le Président, de vous recevoir chez vous. Cette fois-ci, nous sommes chez vous dans le cadre de notre émission Vision Panafricaine et nous vous demandons d'être le bienvenu dans notre émission, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci surtout que vous avez effectué un grand déplacement. Vous imaginez, avec tous ces embouteillages, toutes ces difficultés de parcours, je ne peux que vous remercier très sincèrement pour cette marque de sympathie jamais démentie. Merci, Monsieur le Président, si vous pouvez vous mettre. Merci. Merci. Merci bien. Mesdames et messieurs, bonjour. 25 mai 1963, 25 mai 2020, jour pour jour, 57 ans, depuis que les Africains ont monté leur organisation de l'unité africaine, OUA en sigle. Aujourd'hui, 57 ans après, l'Afrique ne s'est pas décollée, l'Afrique est toujours à genoux. Les raisons, nous allons les connaître aujourd'hui avec notre complice de tous les jours, Monsieur Yamba Shuku Oto Konda Pene Ngongo Lutete, le panafricaniste le plus grand, sinon l'unique, qui nous soit resté ici en RDC. Et donc c'est avec lui que nous allons devoir partager cette question sur le décollage de l'Afrique à partir de la création de l'organisation de l'unité africaine OUA. Bonjour le président Yamba. Bonjour, pour mon remerciement. Je suis très heureux que nous organisions cette émission à ce moment précis. Merci chers téléspectateurs. Nous sommes à côté de M. Yamba Shuku Oto Konda Pene Ngongo Lutete. Il est censé être l'homme orchestre parce que non seulement il est opérateur politique au cadre de l'UDPS, il est, c'est pas moi, un grand cadre dans le fonctionnement des associations de la société civile dans notre pays. Il est connu pour cela aussi. Mais aujourd'hui, nous l'invitons pour qu'il puisse un peu nous expliquer le fonctionnement de l'Union africaine, hier Organisation de l'Unité africaine, les objectifs que les nations africaines s'étaient assignés pour essayer de booster le niveau de vie sociale de l'homme africain. Aujourd'hui, tout semble indiquer que rien ne marche pour ces continents et que l'Organisation de l'Unité africaine, Union africaine aujourd'hui, n'aura été qu'une invention inutile pour le peuple noir d'Afrique. Alors, ça, c'est ce qui semble se présenter sous les yeux de chaque citoyen africain. Alors, on ne sait pas, M. Yamba, est-ce que l'Union africaine a été créée, aujourd'hui 57 ans d'existence? Quelle est votre lecture par rapport à cette invention qui semble devenir une invention inutile pour
les nations africaines parce que les objectifs ne sont pas atteints visiblement. Votre mot par rapport à ça? Merci, croyant. Je dois d'abord préciser une chose, que quand on commence par quelque chose, on ne commencera jamais. Il faut saluer que l'Union africaine, l'Organisation de l'unité africaine soit créée. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de réfléchir pour apporter des ajustements de manière à rectifier les tirs si ça ne marche pas. Et ici, je profite de cette opportunité pour présenter mes très hommages mérités au père de l'indépendance. Ici, je voudrais citer le président Kwame Nkrumah du Ghana, le président Modibo Keïta du Mali, Patrice Lumumba du Congo-Kinshasa, Sékou Touré, n'est-ce pas, de la Guinée. N'oublions pas Amical Cabral de la Guinée-Bissau. Je ne voudrais pas oublier Mohamed V, arabe, mais du Maroc. Je ne veux pas non plus oublier le président Nasser de l'Égypte. Et donc, tous ces pères de l'indépendance. Je ne veux vraiment pas faire allusion au premier président de l'Afrique, qui était Marcus Garvey. Je ne voudrais pas rappeler tous ceux qui se sont battus pour que l'Afrique puisse véritablement se libérer, comme Toussaint de l'Ouverture, Firmin Antenor, William Dubois, tous ceux qui, de près ou de loin, peut-être que je n'ai peut-être pas cité leur nom, trouver à travers ces mots ma très grande sympathie, ma reconnaissance pour les combats que vous avez menés, un combat de tout un peuple qui se recherche encore, parce que nous sommes dans une situation de problématique par excellence. Pour répondre à votre question, il faut reconnaître que l'Afrique était unique. Nous savons que nous avons vécu 100 000 ans sans qu'aucune autre race, aucun autre continent ne puisse justement exister dans ce monde. Et l'Afrique est restée le berceau de l'humanité. Le premier homme a été créé en Afrique. Et donc, cet homme a vécu 100 000 ans, j'insiste. Et dès que d'autres hommes sont nés, il faut compter il y a 28 000 ans. Et là, vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, vous avez l'Océanie, etc. Ces hommes, lorsqu'ils étaient encore en train de s'organiser, l'Afrique était superbement organisée. On a connu l'Égypte antique qui était dirigée par des pharaons. On était unique. On a fonctionné à l'époque comme une confédération de royautés. Vous avez vu des royaumes, des empires. Je ne vais pas citer Monomotapa, je ne vais pas citer Mali, je ne vais pas citer Ghana, royaume Congo, Cuba, je ne vais pas citer Mossi. Tous ces royaumes ont existé. Tout ça avant l'arrivée de l'homme blanc. Avant l'arrivée de l'homme blanc. Et dirigé naturellement par un seul roi qu'on appelait Pharaon. Et nous avons vécu 35 siècles, soit 3500 ans sans que nous soyons en contact avec d'autres peuples. Et à ce moment-là, l'Europe d'aujourd'hui était dans une situation de barbarie. L'Europe d'aujourd'hui vivait dans des cases, dans des huttes, mais c'est chez nous en Afrique. On était déjà développés. On était déjà développés parce que nous étions une puissance militaire, nous étions une puissance économique, nous étions une puissance culturelle, puissance politique, puissance scientifique. C'est ici qu'on a inventé la médecine. C'est ici qu'on a inventé l'astronomie. C'est ici qu'on a inventé la philosophie. La première écriture du monde. C'est ici qu'on a inventé, n'est-ce pas, toutes les sciences, les mathématiques, etc., la trigonométrie. Et vous vous rappelez que tous ceux qui se sont réclamés intellectuels occidentaux, comme Thalès, comme Pythagore, comme Hippocrate, tous étaient en Égypte pour apprendre la science. Thalès qui a finalement été le géniteur de ce qu'on appelait le théorème de Thalès. Mais c'est Thalès a copié dans le papyrus de l'Égypte. Et son élève, Pythagore, est venu en Égypte. Il a passé 22 ans dans la cour pour apprendre pour faire la copiologie. Et il a copié, il est parti, il a publié ce qu'on appelait le théorème de Pythagore. Mais c'est copié, c'est démontré par Cheikh Anta Diop.
Et puis finalement, il y a Hippocrate, qui est devenu aujourd'hui le père de la médecine. Il a été en Égypte. Et c'est là qu'il a appris la médecine. Vous imaginez. Et donc, des gens comme Hérodote, historien, témoignent que le premier homme qui s'est trouvé en Égypte était noir. Et à l'époque, ce n'était pas l'Égypte ou ce n'était pas l'Afrique, on appelait ça le Kémite, donc pays de noirs. Et donc nous avons vécu une puissance, nous avons vécu un génie, nous avons vécu une spiritualité authentique qui nous permettait d'avoir la fertilité de créer, d'inventer, d'avoir des technologies et de permettre véritablement à notre monde de fonctionner. Mais quand ils sont arrivés, vous savez, ils nous ont créé des problèmes pour détruire véritablement l'Égypte antique. C'est comme ça que les Assyriens, les Babyloniens, les Perses, etc., se sont emparés, vous imaginez, n'est-ce pas, de l'Égypte, etc. Ils ont fait la guerre, et voilà, ils ont réussi jusqu'à se faire installer comme des pharaons. À ce moment-là, il y a eu des migrations. Des Champollions qui sont devenus des pharaons. Oui, bien entendu. Et nous avons fait des migrations vers le sud du Sahara. Et c'est là que nous nous retrouvons ici. Très bien. Et cet état de choses, croyez africain, a beaucoup dérangé les gens. Parce que, croyez-moi, beaucoup de gens se sont dit, mais bon, nous étions puissants, pourquoi on est devenu... Et quand on raconte ces choses, les gens ont tendance à croire que, bon, nous sommes en train de faire une propagande. De faire une rêverie romantique. Tout à fait. C'est ça. Ce sont des rêves inutiles. Absolument. Etc. Or, c'est la réalité. Il faut prouver le contraire. C'est la réalité. Mais que voulez-vous en dehors de cette agression en Égypte antique, à l'Antiquité, nous avons connu une deuxième agression. C'était avec les enfants d'Abraham, vous savez, l'islam et le christianisme. L'islam est en Afrique depuis le 7e siècle. Et donc, ils sont venus pour nous dire que vous, Africains, vous ne connaissez pas Dieu. Nous sommes là parce que nous sommes en contact avec Allah, le seul Dieu. Et si vous voulez connaître Dieu, et donc vous avez intérêt à passer par Mahomet, et c'est justement à travers Mahomet que vous allez connaître Dieu. Et ça, c'est au 7e siècle, et ils ont vécu 1400 ans. Et puis finalement, un deuxième lot est arrivé au 15e siècle, et c'était le christianisme. Et là, ils disent, vous ne connaissez pas Dieu, tout ce que vous avez, c'est du diable, il faut tout jeter, et prenez notre Dieu, changez vos noms, et vous allez passer par notre Dieu, et Dieu vous écoutera. Alors que nous avons vécu. Et là, ils disent que Jésus-Christ serait le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a rien. Tout à fait. Et donc, et ça nous a beaucoup endommagé sur le plan spirituel. Parce que, croyez-moi, chaque homme, chaque personne vit dans un espace géographique. C'est lui qui a donné les différents espaces géographiques, c'est Dieu, que nous connaissons comme l'énergie qui a créé le monde. Et chaque espace géographique a reçu mission d'être transformé par ses propres citoyens. Et c'est comme ça que Dieu a doté à chaque espace des hommes et des femmes qui ont un génie, qui ont une spiritualité, et qui peuvent inventer des technologies, qui peuvent inventer des sciences. Et c'est là justement pour transformer la nature naturelle. Eh bien, écoutez, dès qu'on nous a dit que tout ce que nous on faisait, tout ce que faisaient nos ancêtres, c'est essentiellement du diable, et que, bon, vous savez, le diable, il a des relations avec l'enfer. Et donc, tout ce que nous faisons, si nous ne nous convertissons pas, c'est que très clairement, nous serons dans l'enfer. Or, la notion du diable, la notion de l'enfer, ce sont des notions qui ont été inventées justement par les Occidentaux à l'époque et mis dans la Bible pour effrayer les différents espaces qu'on devrait occuper et exploiter. Imaginez-vous, lorsque vous avez dans la Bible, on vous dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est que tout ce qui se passe dans le monde, vous ne pouvez pas faire autrement que ce que voudrait l'État. Et vous savez que la tendance de ceux qui ont créé la Bible en 325, Constantin le Grand,
en Rome, c'était justement de faire peur, parce qu'il y a eu des agrégations de l'Empire romain, et on avait besoin véritablement d'occuper les espaces et de pousser les uns et les autres à pouvoir respecter le roi. Et c'est comme ça qu'ils ont inséré dans la Bible un certain nombre de choses, de manière à faire peur aux gens. La notion de l'enfer, la notion du diable, l'idée c'est de dire, si vous faites du mal, donc vous serez dans l'enfer. Et ce que vous faites, c'est le diable. Et deuxième chose, quand vous avez dans la Bible, on vous dit, si on vous frappe sur la joue droite, il faut donner l'autre joue. Et alors, si on vous fait du mal, il faut pardonner 77 fois 7. Voilà, pour tout ça, c'est pour que nous croyions à faire du bien. Et même lorsque les gens viennent nous arracher nos richesses, que nous ayons la responsabilité de les pardonner, parce que Dieu a demandé qu'on pardonne les gens, etc. Et que Dieu a demandé qu'on ne peut pas réagir. En fait, ce qui n'est pas du tout mauvais, donner l'autre jour, et le pardon n'est pas du tout mauvais aussi. Le pardon n'est pas mauvais, oui. Mais le pardon tel qu'il est utilisé ici, c'est une stratégie de domination, d'assujettissement, et pour endormir les gens, pour éviter la révolte, parce que ça sera l'occasion de leur donner notre espace pour qu'ils exploitent des richesses, qu'ils exploitent tout ce que nous avons comme potentialité, etc. Et ça, ils ont utilisé la religion. Mais je n'exclus pas qu'au niveau de la religion, les différents espaces qui naissent, Dieu a doté à chaque espace, n'est-ce pas, des capacités de génie, mais Dieu n'est pas visible, il se manifeste à travers des hommes et des femmes qui reçoivent la force et la capacité de drainer les autres vers le changement. C'est très important. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un dessin. C'est fort possible que Dieu ait travaillé de manière que nous puissions aussi aider nos compatriotes. Nous ne pouvons pas non plus exclure cela pour d'autres espaces géographiques. Et depuis lors, vous avez inventé l'Organisation de l'Unité africaine pour parer à toutes ces situations, pour essayer un peu de faire remonter votre Afrique. Depuis lors, rien. Alors maintenant, vous savez que quand on a créé, quand on est resté dans cette situation, il s'est succédé un certain nombre d'événements. C'était la traite négrière. Et cette traite négrière, vous savez, à deux niveaux. Vous savez, les arabo-musulmans et vous avez les occidentaux. Après la traite négrière, il y a eu la colonisation. Avec la révolution industrielle, n'est-ce pas, les occidentaux avaient besoin de pouvoir avoir des minéraux pour transformer dans leurs industries. Et ils ont estimé qu'ils pouvaient rester sur place. C'est comme ça qu'ils ont envoyé des hommes et des femmes de leurs pays respectifs pour être ici. Ils ont utilisé ce qu'on a appelé la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. C'est comme ça que vous voyez, dans certains de nos pays, telle tribu, une partie se trouve dans l'autre pays et une autre tribu. On n'a pas tenu compte de ce que représente la configuration culturelle des uns des autres, etc. Quand cela ne tienne, ils se sont installés, ils ont exploité nos minéraux. Est venu, après cela, lorsqu'ils ont estimé qu'ils avaient des responsabilités de pouvoir construire des routes, construire des centres de santé, construire de ceci ou cela, etc., ils ont estimé la nécessité de rentrer chez eux pour recruter ce qu'on appelle des relais volontaires, des commissionnaires ou des courtiers. Raison pour laquelle les dirigeants, nos dirigeants, nous ont donné le semblant d'indépendance, qui n'est pas une indépendance en fait. On nous a bloqués sur notre spiritualité, on nous a bloqués sur notre système éducatif, etc. Et donc, on nous dit non, vous êtes indépendants, et puis ils choisissent des personnes. Depuis qu'on est là, 57 ans, 60 ans des indépendances, etc., les dirigeants sont choisis par eux. Et tout ce que nous faisons ici, ce sont des formalités d'usage pour entériner leurs choix. Et puis bon, on a cru que l'Occident venait avec une civilisation. On a cru que la culture occidentale, elle est universelle. Si on utilise, on va devenir aussi développé que les Occidentaux. Et puis après, lorsqu'on a eu l'indépendance, on a fait le bilan, on s'est rendu compte que les choses n'ont pas marché. On est le plus pauvre appauvri. Et c'est comme ça que, bon, certains de nos compatriotes, des gens comme Kwame Nkrumah, qui sont allés aux États-Unis à l'âge de 30 ans, vous imaginez. Et puis bon, voilà, donc il a appris pas mal de choses.
Et ils sont revenus, il a amené le vent, et c'est comme ça qu'il a poussé le Ghana à devenir indépendant en 1957. Et c'est comme ça qu'il a mobilisé tous les autres pays, etc., de manière à réfléchir dans la perspective de créer un seul État africain. Voilà, Africa must unite. Bien entendu. Là, son mot, pour revenir à la situation de l'Égypte antique, où on était puissant parce qu'on était ensemble. L'union fait la force. Quelqu'un dira, l'union est la force des faibles. Mais à l'époque, au-delà de la traite négrière, de la colonisation, de la néocolonisation, on a assisté également à la guerre froide. Et la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des puissances qui étaient sous le gîte communiste, soviétique. Il y a des puissances qui étaient sous la houlette occidentale, capitaliste, américaine. Et donc, les gens qui étaient derrière l'Union soviétique et qui prenaient véritablement l'approche soviétique étaient considérés comme des progressistes, tandis que les gens qui prenaient l'approche américaine, capitaliste, étaient considérés comme des modérés. Et donc, bien qu'on nous a divisés à Berlin, bien que nous venons d'obtenir l'indépendance, et voilà, on construit une nouvelle approche de domination qui est la guerre froide, on est divisé entre les modérés et entre les progressistes. Et donc, les deux groupes sont robotisés par des puissances, n'est-ce pas, extérieures. Les uns sont robotisés par l'Union soviétique, les autres sont robotisés par les États-Unis. Et puis bon, voilà, donc, malgré la vocation, malgré la volonté volontariste des gens comme Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, Patrice Lumumba, Sékou Touré, écoutez, personne ne voulait adhérer naturellement à la création de cet État africain. Et bon voilà, donc, mais ils se sont résolus. Bipolarisés par les forces extérieures qui étaient les États-Unis d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Et c'est comme ça qu'en 1963, ils se sont mis d'accord. Il y a eu deux groupes. Il y a le groupe avant, c'était le groupe de Casablanca, les gens qui croyaient à l'indépendance de l'Afrique, à la création d'un État fédéral, à la création des États-Unis d'Afrique, et le groupe de Monrovia, pour la plupart des pays francophones, vous savez, Léopold Sédar Senghor, Houphouët-Boigny, etc., robotisés à souhait, instrumentalisés par la France. Et puis bon, voilà, donc ils n'ont pas estimé qu'on crée les États-Unis d'Afrique. Et puis il y a eu un consensus autour de la création de l'unité, de l'organisation de l'unité africaine. Le 25 mai 1963. Ça fait 57 ans aujourd'hui. Il faut évaluer. Absolument. Il faut évaluer. C'est ce qui nous amène ici. L'organisation de l'unité africaine avait deux particularités. Je ne voudrais pas revenir sur d'autres objectifs. Le premier objectif, c'est de respecter l'intangibilité des frontières coloniales. C'est-à-dire que ces puissances-là se sont organisées telles que les Africains qui vivaient ensemble, qui étaient un peuple unique, ne pouvaient pas changer, même d'un iota, n'est-ce pas, les frontières de la colonisation. Et vous avez des petits pays comme le Bénin, le Congo-Brazza, ici, qui est avec nous, un seul pays, parce que vous trouvez les Bas-Congo à Brazzaville, vous trouvez les Bas-Congo ici à Kinshasa, dans le Bas-Congo, vous trouvez les Bateke à Brazzaville, vous trouvez les Bateke, vous trouvez les Bangala à Congo-Brazza, vous trouvez les Bangala chez nous, on était un seul pays. Et voilà, donc, Sarvenant de Brazza vient, il dit, bon, cet espace, c'est nous, les Français. Et puis, bon, Stanley qui s'est entendu avec Léopold, etc., voilà, le Congo-Kinshasa. Et on nous divise, on nous a saucissonnés au point où nous ne pouvons pas faire autrement les choses. Et croyez-moi, croyant, même aujourd'hui, la tendance des puissances d'argent aujourd'hui, c'est de nous diviser davantage. Le Congo est dans le viseur d'une sécession. Et c'est eux qui pilotent toutes ces guerres récurrentes à l'Est. Ils veulent, parce qu'ils disent que le Congo est trop grand, il faut le saucissonner, etc. Vous avez des rois télins qui naissent un peu presque partout dans toutes les provinces, etc. Sécession, etc. de ces sujets-là. Ben, ils sont robotisés.
Et puis, bon, vous avez un pays comme le Mali, parce qu'il y a plus d'1 million de kilomètres carrés, etc. Et non, il faut le nord soit parti avec les Touaregs, et puis le reste, etc. Vous avez un pays comme le Sénégal, un petit pays, mais on voudrait le séparer avec Casamance. Vous avez le pays comme Nigeria, qui est une grande puissance, on voudrait le séparer avec Biafra. Et ça a commencé depuis longtemps avec le général de Gaulle. Donc, attendez, monsieur Yamba Yamba, une question. Ça, vous me ramenez vraiment dans une autre logique, parce que quand vous dites qu'ils trouvent un intérêt quelconque dans la balkanisation de l'Afrique. Et je me rends compte que les pays comme le Togo, le Gabon, le Cameroun, le Bénin, la République centrafricaine et le Congo-Brazza forment ensemble un bloc. Ils auraient pu être considérés comme un seul pays parce qu'ils ont tous été colonisés par l'unique France. C'est la France qui a colonisé tous ces pays, mais pourquoi la France a préféré atomiser ses colonies sans chercher à faire d'elles une seule pays? On aurait pu faire du Togo, du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo-Brazza, une seule colonie. Alors, en quoi la balkanisation de tous ces pays demeure en quelque sorte un intérêt pour un pays comme la France? Pourquoi la France n'a-t-elle pas fait de toutes ces colonies une seule nation colonisée? Pourquoi elle a préféré les atomiser? Regarde, le Soudan, c'est un grand pays. Oui. Il était même plus grand que le Congo. Oui. Mais parce qu'il y a du pétrole au site. Ah bon? Ils ont fait quoi? Ils ont agrémenté, ils ont nourri, ils ont mis ils ont divisé le Soudan, le sud et le nord en utilisant des ethnies, en utilisant la race, en utilisant la culture, etc. Ce n'était pas par amour, c'est justement parce que si on saucissonne, les discussions deviennent faciles. Parce que lorsqu'ils veulent prendre le pétrole du sud, on n'a plus besoin de poser la question, n'est-ce pas, au nord. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Le Congo a du pétrole. La France vient, il exploite avec sa société, etc. Donc c'est très bien de faire ça, c'est aussi de discuter directement avec les Gabons. Mais l'union est la force des faibles. S'ils sont ensemble, ils peuvent compliquer la situation, ils seront forts, etc. Et donc il faut saucissonner. Et regardez ce qui se passe par exemple au Mali. Le Mali, le nord, il y a l'uranium. Vous savez qu'il y a l'uranium, il y a l'or, il y a le diamant. Au nord du Mali. Au nord du Mali. Mais maintenant, lorsqu'il faut discuter avec le seul président qui est basé, n'est-ce pas, à Bamako, eh bien, ça prend du temps, etc. Mais c'est mieux d'avoir un roi télé au nord. Et à ce moment-là, on discute avec, et puis bon, on lui promet un peu d'argent, et puis on lui promet la maintenance au pouvoir, et puis bon, lui, il libère, et ils prennent ça. Ça, c'est la raison d'être de la balkanisation. Bien entendu. Bien entendu, entre-temps, les Européens qui sont dans le business trouvent leur compte parce que chacun peut avoir une partie, une portion où il peut véritablement assurer n'est-ce pas, le destin de sa génération future. Cela, donc, l'Afrique devient le terrain de prédilection. Et c'est comme ça que, bon, en 1963, on y a été, et ils disent personne ne peut changer les frontières de la colonisation. Et plus grave encore, quel était le budget? Le budget de l'OIA a été soutenu à 78%. Vous êtes 32 États à l'époque, 32 États fondateurs. Et puis bon, les États, mais incapables de supporter votre organisation. Et 78% des moyens venaient de l'extérieur. Et ça s'est succédé comme ça. Et donc toutes les décisions stratégiques se prenaient de l'extérieur. Et on demandait aux Africains d'agir. Raison pour laquelle vous avez vu une nouvelle génération, n'est-ce pas, des panafricanistes qui est née. Vous avez Thomas Sankara qui dit au problème africain, solution africaine. Vous avez le colonel Kadhafi, qui est un arabe, bien entendu, mais qui visiblement s'est investi totalement pour le soutien de cette organisation. De tous les Africains et les vrais sponsors, n'est-ce pas, de tous les pays africains, y compris de l'Afrique subsaharienne. Et donc, mais il fallait tuer Sankara, il fallait tuer Kadhafi. Voilà. Et vous savez pourquoi? Simplement parce que Kadhafi parlait de la monnaie commune africaine. Kadhafi parlait, n'est-ce pas, du Fonds monétaire africain. Kadhafi parlait, n'est-ce pas, de la Banque des investissements.
Mesdames et Alors, messieurs, cette banque des investissements remplace la Banque mondiale. Et la banque, le Fonds monétaire africain remplace le Fonds monétaire africain. Voilà, donc on est dans cette situation. Mesdames et messieurs, Monsieur Yamba Yamba Choukou Otto Kondapene Ngongolo Tete, président de la nouvelle vision panafricaine, nous a amené un élément dans lequel un grand opérateur politique comme lui, un panafricaniste comme lui, mais celui-là est du Sénégal, essaye de réfléchir. Et donc, nous vous balançons cet élément. Régie, si vous pouvez nous le mettre, après quoi nous y reviendrons. 50 ans de retard à vouloir tenter l'impossible, c'est-à-dire bâtir des États, là où des pays comme la Corée du Sud avaient le même niveau de PIB que nous, au début des années 60. La Corée du Sud aujourd'hui est un pays membre de l'OCDE, avec plus de 1500 milliards de dollars de PIB. Le Sénégal, qui était aussi proche que ça de la Corée du Sud ou le Ghana, nous sommes autour de 15 milliards, de 20 milliards. Pourquoi? Parce que nous devons tout faire, nous devions tout faire. Le système colonial nous a balkanisés, et ils ont vu le bon résultat qu'ils ont obtenu, c'est-à-dire paralyser l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont passés à la vitesse supérieure, l'hyperbalkanisation. Ils veulent casser le Mali en 2 ou 3 États, casser la Centrafrique en 2 États, casser le Sénégal s'ils peuvent en séparant la Casamance, s'ils peuvent casser le Nigeria, casser la RDC. Vous imaginez, avec déjà 54 États, nous avons des problèmes. Imaginez si on avait 80 États en Afrique, on ne pourrait plus se déplacer, on ne pourrait plus bouger. Donc, la question du panafricanisme, avant c'était une volonté politique, aujourd'hui c'est une urgence. Les jeunes qui parlent d'urgence panafricaniste, je les applaudis et j'applaudis leur discours. Monnaie commune africaine, armée commune africaine, diplomatie commune africaine, parler d'une seule voix, commerce extérieur commun africain et même commerce intra-africain. Tout ça à faire et le plus rapidement possible. Ceux qui vous disent, c'est moi qui le dis, et je le dis avec force, ceux qui vous disent que tout ça est un rêve, que ce n'est pas possible, il faut construire nos États. Je dis que c'est eux qui vous trompent, c'est eux qui vous vendent des chimères, parce que l'Afrique n'a pas d'avenir sans l'unité. Bolsonaro se permet de dire que si les Noirs brésiliens qui se révoltent dans les campus universitaires ne sont pas contents, ils n'ont qu'à rentrer en Afrique. Et il dit, je leur conseille de préférence au Congo, vous vous rendez compte? En diplomatie, on n'attaque pas les pays, on n'insulte pas des peuples. C'est pas parce que c'est le président d'un grand pays que nous respectons d'ailleurs le 2e pays noir au monde. L'Afrique est très attachée au Brésil, qu'on lui donne le droit de tenir un tel discours. J'attends une réaction comme de l'Union africaine ou de nos chefs d'État, comme quand un jour quelqu'un avait dit que les pays d'Afrique étaient un trou de... Voilà quoi, je ne veux pas dire le reste. Nos pays ont bien réagi, il a présenté ses excuses. À leur place, j'aurais continué la réaction et rédigé un communiqué pour le dénoncer, parce que c'est inacceptable qu'on continue de nous maltraiter, de nous manquer de respect en 2019, bientôt 2020. Et en réalité, comme on dit dans notre culture ici, tout ce qui vous arrive, en grande partie, vous êtes le premier responsable, parce que c'est par votre comportement que les autres pensent que c'est OK de vous traiter comme ça. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités. Et nous pouvons le faire 1 milliard 200 millions d'Africains, bientôt 2 milliards 500 millions d'Africains, 1/3 des ressources naturelles du monde. Qu'est-ce qui nous manque? Un leadership clairvoyant qui comprend que nous pouvons être comme les autres. Monsieur Yamba Yamba, la situation est gravissime. Tous les panafricanistes, vous êtes d'accord qu'on ne peut pas réussir l'organisation de l'unité africaine avec des forces extérieures qui cherchent absolument à atomiser notre Afrique. Alors, maintenant, l'issue, quelle sera l'issue? Comment allez-vous vous battre pour pouvoir réussir cette unité africaine base de tout développement, parce qu'au fait, c'est l'union qui crée la force? Merci, Croyant. Mais je voudrais d'abord, pour proposer des solutions, partir de là où nous sommes tombés. Sans faire le détail, vous avez suivi là, c'est la religion. C'est la religion. On nous a amené une religion, et vous savez que la religion, ce n'est pas Dieu. La religion, c'est donc des institutions humaines, créées par des hommes qui mettent en place des règles, des dogmes, des pratiques, des usages, et qui demandent à ceux qui adhèrent de pouvoir respecter cela. C'est très important, effectivement, en relation avec un être suprême. La religion, elle est différente de la spiritualité, qui est un génie qui est utilisé dans chaque espace géographique
et qui permettent d'avoir une finesse, une intuition capable de mieux comprendre sa société et de modeler cette société. Et donc nous devons restaurer notre spiritualité qui a été complètement fissurée, neutralisée par la religion importée, j'allais dire les religions révélées. Deuxième, c'est l'éducation. Notre éducation, ce n'est pas une éducation qui est compatible à nos besoins. On forme des gens qui ne sont pas en concordance avec nos besoins. Il faut retravailler cette éducation qui s'inspire véritablement de nos génies. On ne va pas continuer à apprendre Napoléon Bonaparte, on ne va pas continuer à apprendre Charlemagne, on ne va pas continuer à apprendre Bismarck ou Général de Gaulle. On ne connaît pas Soudata Keïta, on ne connaît pas Fumu Kimbangu, on ne connaît pas Patrice Afon Lumumba, on ne connaît pas Kwame Nkrumah. Même dans la classe intellectuelle, on ne connaît pas des gens comme Modibo Keïta. Nous avons intérêt aujourd'hui de revenir sur ce type d'enseignement, et non pas d'enseignement des perroquets, pas l'enseignement des récitations, pas l'enseignement des répétitions, mais l'enseignement qui nous permette de nous questionner sur notre environnement et de prendre des orientations nécessaires pour construire la performance. Voilà. Et là, sortir de la coquille d'abruti fondationnel. Troisième chose, c'est l'organisation politique. Voilà. Nous avons vécu 35 siècles avec notre organisation politique. Nous avons survécu. Nous avons intérêt de vivre, même si nous n'avons pas imité l'Occident. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons utilisé la démocratie occidentale, nous avons utilisé le modèle occidental. Même si entre eux, il existe des nuances. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas interroger nos ancêtres qui ont survécu des millénaires et qui véritablement avaient un type d'organisation pour que nous puissions créer une organisation, la modeler, la théoriser, la moderniser. Quatrième chose, il faut mettre en valeur, n'est-ce pas, nos médias, parce qu'ils utilisent les médias pour nous faire voir qu'il n'y a que leur civilisation qui est universelle, et il n'y a que leur civilisation qui est la meilleure. Et nous avons connu, chez nous ici, même quand vous êtes à la maison, parler le dialecte avec vos enfants, c'est comme si vous aviez honte. Vous voulez que les enfants parlent toujours en français. Oui. Ils parlent l'anglais, le portugais, l'espagnol, etc. Et donc, nous sommes désaliénés, nous sommes désincarcérés, nous sommes désemprisonnés. Nous devons sortir de la prison, nous devons nous libérer, désaliéner complètement à travers nos médias. Nos médias à nous. Il faudra encore que l'homme politique comprenne cela, parce qu'à travers le média, on peut véhiculer la culture. Regardez les différents programmes qui sont utilisés par le média. Ce sont des programmes qui ne sont pas compatibles par rapport à nos réalités. Quatrième chose, les ONG. Les ONG, ce sont des associations de mendicité internationales. Il faut arrêter ça, parce que ça construit la paresse. Ah bon? Ah ben oui, ça construit la paresse, et ces associations sont bénéficiaires des fonds de leurs guichets respectifs. Et donc, ils viennent pour nous endormir, pour nous construire la paresse et nous montrer qu'il n'y a que l'Occident qui est capable de résoudre nos problèmes. Mais dans l'hypothèse qu'on nous retirait ces ONG, croyez-vous que l'Afrique qui vivrait dans une sorte d'autarcie pourrait véritablement résister au vent extérieur? L'Afrique est unie sans l'apport extérieur. Non, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui peut se dire autarcique. Tous les pays ont besoin justement d'autres pays. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance économique, plus grande puissance militaire, plus grande puissance culturelle. Mais il a une dette extérieure de l'ordre de son produit intérieur brut. Son produit intérieur brut, c'est 20 584 000 milliards, n'est-ce pas? Mais la dette extérieure est de 18 000 milliards de dollars. Alors, dans l'hypothèse que l'Afrique se réunissait et vivait aussi comme un pays sans autarcie, comme vous venez de le dire, est-ce qu'elle peut véritablement devenir une puissance, l'Afrique unie aujourd'hui? Oui! Je vais démontrer. Je vous ai dit qu'il faut mettre fin à ce système de médias. Il faut que les monomédias soient en compétition avec les médias occidentaux, qui sont considérés aujourd'hui comme des médias mensonges, etc. Parce qu'ils ne véhiculent que ce que pensent pas leurs géniteurs, etc. Si l'Afrique 24, si la RTNC peut devenir le média, encore qu'il faut y mettre de moyens, si l'Afrique Média, lui, si la Voix Afrique, si Afrique numéro 1, nous pouvons utiliser au maximum, encore que nos chefs d'État, nos dirigeants, nos opérateurs économiques n'utilisent pas nos médias. Il semble que ces médias n'ont pas d'audience. Ils vont donner l'argent aux médias qui ont déjà de l'argent, etc. Et il semble que ce sont les médias qui ont... Mais comment nos médias peuvent avoir de l'audience si nous ne sommes pas tout le temps en train de financer ces médias-là? Il y a aussi les écoles ésotériques, philosophiques et mystiques.
Les Occidentaux, pour nous dominer, ils ont créé des écoles ésotériques. Vous avez la franc-maçon, la franc-maçonnerie, vous avez la Rose-Croix, vous avez le Tempélier, vous avez le Malcarib pour le Nkaka, le Club. Toutes ces écoles-là, ce sont des écoles de la sorcellerie occidentale et orientale. Et donc, nous devons être en mesure de mettre fin, parce que ça nous retarde, ça nous neutralise. On vous a accusé, vous aussi, être ressortissant de ces écoles-là. Vous venez de citer. Bon, oui, on a des petits esprits. Vous savez, quand on est aliéné, on devient tellement faible parce qu'on ne sait même pas lire, etc. On ne sait même pas construire. Moi, je suis un esprit. Moi, je suis arrivé au niveau d'un esprit parce que le travail que je fais, c'est un travail très volontariste où beaucoup de gens n'ont pas encore compris le jeu. Et je suis en train, avec vous d'ailleurs, en train de vouloir tenir la torche pour éclairer l'avenir. Et alors, beaucoup des boulets rouges vont venir sur nous, nous taxant parfois d'occultistes, etc. Et nous voulons, il y a des Congolais aujourd'hui, des Africains qui sont des occultistes. Pourquoi ils sont occultistes avec la sorcellerie occidentale, mais nous voulons que nous ayons nos occultistes avec la sorcellerie africaine. Pas dans la pas dans la franc-maçonnerie. Non, c'est ça l'aliénation. Et ils vont continuer. Parce que quand tu es, par exemple, maçon, vous avez vu en Côte d'Ivoire, je ne voudrais vraiment pas parler de ces choses-là, mais il y a eu une guerre entre les écoles mystiques occidentales. Telle est soutenue par les maçons, telle est soutenue par la Rose-Croix, etc. Et puis bon, les maçons ont gagné. Vous voyez, donc, et quand on vous recrute, c'est justement pour faire leur volonté, leur donner des blocs de pétrole, leur donner le diamant, leur donner le fer, leur donner le cuivre, le cobalt. Pendant ce temps, la population coupée dans la misère, et lui n'a de compte à rendre qu'à ces gens-là. Donc les écoles ésotériques sont très dangereuses. Ils ont mis aussi aujourd'hui des banques. Vous avez la Banque mondiale, vous avez la Banque africaine, le Fonds monétaire international, vous avez des banques régionales comme le Fonds européen de développement, les Fonds internationaux de développement agricole. Tous ces fonds-là, c'est justement pour nous donner des petits projets, etc., où on ne va pas sortir de notre situation. Et donc, Kadhafi à l'époque avait cru avoir une monnaie commune, avait cru mettre en route véritablement ces banques. Il a été combattu, même par les Africains, robotisé à souhait. Et donc, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est ça la question. Et avec une sous-question, l'Afrique unie véritablement peut devenir une puissance. Si on se réunit, il ne faut pas que ça reste tout simplement un cri. Vraiment, si on se réunissait aujourd'hui, les États-Unis d'Afrique, on arrivait à créer ça, est-ce que nous pouvons véritablement devenir une puissance? Oui, nous devons devenir une puissance. Simplement parce que nous avons 3 outils qui nous permettent de devenir une grande puissance. Et aujourd'hui, beaucoup de géopolitologues se posent la question pour savoir qui sera la plus grande puissance du XXIe siècle. Certes, les Américains ont le décide, ça c'est évident, mais c'est très clair qu'aujourd'hui, il y a d'une part les pays continents comme les États-Unis, comme la Chine, l'Inde et l'Afrique. Parce que l'Afrique, quand vous êtes aux États-Unis, on ne vous dit pas que vous êtes Congolais, on vous dit que vous êtes Africain. Donc nous sommes un seul pays, mais on nous a divisés. Alors, maintenant, certes, les États-Unis ont des technologies, ils sont très avancés, etc. La Chine aussi, de la même manière. Mais écoutez, lorsqu'on regarde la population, en 2050, la population occidentale sera vieillissante. De l'ordre de 60% de la population vieille. Mutantis mutandis pour la Chine. La Chine va décliner complètement à cause de de vieillissement de sa population. Et l'Afrique seule aura 60% des jeunes. Et aujourd'hui, c'est très clair que 77% des Africains sont des jeunes de moins de 35 ans. La moyenne générale pour l'âge de la jeunesse dans le monde, c'est 30 ans. Tandis que en Afrique, c'est 19 ans. Donc, c'est très clair que nous avons des hommes et des femmes qui ont encore la force, qui ont encore la fraîcheur, qui ont la capacité de pouvoir travailler pour que la situation change. Et tous ces gens qui préconisent, qui font la prédiction, disent qu'avec ça, les Africains peuvent avancer. Deuxième chose, croyez-moi, l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique est suivie par la Russie, 17 millions de kilomètres carrés.
Et puis voilà, les États-Unis, c'est 10 millions. La Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Et puis voilà, l'Inde, 8 millions et demi. Alors maintenant, avec 30 millions, vous imaginez, nous avons de l'espace. Et cet espace n'est pas encore prospecté, nous encore exploré. Et nous sommes capables, avec notre espace, de pouvoir générer véritablement des ressources. Quelqu'un me disait qu'on peut même faire les trocs avec ces gens-là, pour acheter des technologies, pour acheter des sciences, pour exploiter toutes nos potentialités. Et nous sommes capables, lorsque nous avons des dirigeants qui voyagent dans les temps 50 ans, 100 ans et qui reviennent et qui nous embarquent. En dehors de cela, nous avons des ressources naturelles. Je crois vous l'avoir dit l'autre fois. Il y a une étude qui a été faite par François Ndengue sur la place de Paris. Il a pris en échantillon 14 minéraux stratégiques. Et sur les 14 minéraux stratégiques, l'Afrique prend la première et la deuxième position sur les 14. Le coltan. Le coltan, aujourd'hui, nous sommes à 80%. L'or à 50%. Le cobalt à 60%. Le diamant à 50%. Le cuivre, etc. Donc, nous avons des ressources qui peuvent... Nous sommes le deuxième poumon écologique du monde. Le bassin, le bassin du Congo a 250 millions d'hectares de forêt. Et donc, nous avons des potentialités à mètre cube de bois. Potentialité humaine, oui. Potentialité naturelle, oui. Mais vous serez émietté sur le plan militaire et sur le plan financier. Vous n'avez pas d'argent. Alors, voilà. Et c'est comme ça que si l'Afrique est unie, nous aurons au moins 5 millions de militaires. 5 millions de militaires. Nous aurons 7 millions de réserves, de militaires réservistes. Parce que vous avez déjà les hommes. Eh bien voilà, nous aurons 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Nous serons devant la France, devant la Grande-Bretagne, derrière l'Allemagne, le Japon, la Chine et les États-Unis. Ne serait-ce que lorsqu'on est ensemble. Alors maintenant, si nous sommes réunis, nous allons mettre en place ce qu'on appelle la Caisse africaine de péréquation pour construire les équilibres. Parce que l'Afrique a 5 régions. Il y a le nord, le sud, l'ouest, l'est et le centre. Le centre est à genoux. À genoux simplement parce qu'il n'arrive pas à se mettre debout. Et donc si on est ensemble, un pays comme l'Algérie dispose de 180 milliards d'euros de réserves. Et regardez comment nous on est en train de plénifier devant les Occidentaux, etc. pour chercher 20 millions, 10 millions, 5 millions. Et quand on vous donne 1 million, il y a des coups de gueule mégaphonés à travers la radio, la presse de manière générale. Mais sinon, on aura cet argent. L'Égypte, c'est une superpuissance militaire. Et nous aurons des armes, nous aurons des hommes, nous aurons les potentialités nécessaires. Et surtout, nous allons avoir une religion commune. Tous les mouvements religieux, tous les mouvements spiritualistes. Nous allons organiser une sorte de la conférence écuménique pour qu'ensemble nous puissions discuter sur les dogmes, les pratiques. Nous aurons constaté les grands Africains qui vont nous aider à mettre tout le monde ensemble, etc. De manière que nous puissions avoir la même religion, même défense commune, même diplomatie, même sécurité, même armée, même monnaie. Même passeport. Même passeport. Et on va organiser les infrastructures, on va développer l'Afrique, on va organiser notre propre enseignement qui va sortir de cet enseignement, pas des répétitions, et nous allons aller vers l'enseignement des questionnements. Mesdames et messieurs, M. Yamba Yamba Choukou Otto Konda Pene Ngongo Lutete, panafricaniste de la RDC, vous a amené un élément dans lequel les Blancs eux-mêmes craignent l'Afrique et ils ont fait un condensé de la situation africaine telle qu'elle peut se présenter si on réussissait la création des États-Unis d'Afrique. Suivez. Et si l'Afrique n'était qu'un seul pays ? L'Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface terrestre et 20% de la surface des terres émergées. Sa superficie est de 30 millions de kilomètres carrés avec les îles. L'Afrique compte actuellement 54 pays indépendants, mais que se passerait-il si tous ces pays s'unissaient aujourd'hui pour former un État africain uni ? À quoi ressembleraient les États d'Afrique unis et quelle serait la puissance de ce pays ?
Alors, il faut savoir que l'Afrique est énorme et couvre plus de 20% des terres de ce monde. Il fait environ 3 fois la taille de l'ensemble de l'Europe. 1,2 milliard de personnes vivent actuellement en Afrique, soit 16% de la population mondiale. L'Afrique connaît actuellement le plus grand boom démographique du monde. La population du continent a doublé depuis 1990. Selon les estimations officielle de l'ONU, le continent devrait dépasser les populations de l'Inde et de la Chine réunies en 2100. La population de l'Afrique devrait atteindre 4 milliards de personnes d'ici 70 ans et va représenter plus de 39% de la population mondiale. La population de l'Afrique est actuellement la plus jeune au monde avec un âge médian de 19,7 ans comparé à la moyenne mondiale de 30,4 ans. Les taux d'alphabétisation sont également bas avec seulement 64% de la population considérée comme alphabète. Mais cela varie de région en région. En Libye, par exemple, le taux d'alphabétisation est très élevé, environ 84,2%, alors qu'au Soudan du Sud, il est très bas, puisqu'il n'atteint que 27% seulement. Les taux d'infection par le VIH sur le continent constitueraient également un défi majeur pour l'Afrique unie, car 11% de la population de l'Afrique subsaharienne est actuellement infectée par la maladie. En plus de ces défis, les États africains seraient également confrontés à l'extrême diversité du continent. L'Afrique est le continent le plus linguistiquement et ethniquement diversifié de la planète, où l'on parle plus de 3000 langues. L'Afrique est l'endroit le plus multilingue au monde, où beaucoup parlent au moins 2 langues africaines, et une langue européenne également supplémentaire. Une situation similaire à l'Afrique du Sud, où il y a 11 langues officielles. En Afrique du Nord, la langue la plus utilisée, c'est bien sûr l'arabe, et elle est parlée pas moins de 70% de la population vivant dans cette région. Nous avons 20% de la population vivant en Afrique du Nord qui parle le berbère. Dans les pourcentages restants, on y trouve l'anglais, le français et le portugais. Et pour la religion de cet État, 47% de la population serait musulmane, 47% serait chrétienne, 10% restera toujours dans les anciennes traditions africaines et 2% seraient athées ou sans religion. Passons maintenant aux 10 plus grandes villes de cet État. La plus grosse ville serait sans doute le Caire, avec une population estimée à 23 millions d'habitants. Et en deuxième place, le Lagos, avec 22,9 millions. Ensuite, nous avons le Gauteng, avec 13 millions, puis Kinshasa, avec 12 millions, Nairobi, avec 8 millions, Luanda, 7,9 millions, Alger, 7,8 millions, Khartoum, 7,3 millions, Ibadan, 7,7 millions, et en 10e place, Dar es Salaam, avec 5,6 millions d'habitants. En ce qui concerne la puissance militaire de cet État, alors là, c'est du lourd, mes amis. L'État africain uni pourrait aligner plus de 5 millions de soldats. Elle pourrait avoir également 7 millions de réservistes. Mais côté matériel de guerre, faut pas trop attendre à voir quelque chose de nouveau. L'arsenal militaire de cet État serait principalement du matériel russe. Mais quand même, ça reste un pays très puissant qui ne pourrait pas être envahi, ça c'est sûr. Avec cette puissance militaire, l'État africain va certainement lancer une vaste opération de nationalisation et annulera le pacte signé avec la France et le Royaume-Uni. Vous ne le saviez peut-être pas, mais aujourd'hui, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et cela malgré l'indépendance. 14 pays africains sont obligés par la France, à travers le pacte colonial, de mettre 85% de leurs réserves à la Banque centrale de la France, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Enfin, sachez que la France ne leur permet d'accéder qu'à seulement 15% de leur argent par an. S'ils ont besoin de plus, les pays africains doivent emprunter. En ce qui concerne les richesses naturelles de cet État, il y a de quoi remplir les poches de tous les habitants de ce grand pays. En effet, l'Afrique détient 90% des ressources naturelles de platinium, 50% des ressources d'or, 50% des ressources de diamants et 33% des ressources d'uranium. Avec la mainmise sur toutes ces ressources naturelles et la nationalisation de tous les projets de pays étrangers pris de force en Afrique, cet État aurait un PIB de 3000 milliards d'euros. Ce qui la classera comme 5e puissance économique dans le monde, derrière l'Allemagne et devant les Royaumes-Unis et la France. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre cet élément, et donc c'est curieux de constater que l'Afrique unie deviendrait une superpuissance, une puissance plus forte ou plus puissante que la France. Ça dépasse tout entendement. Mais Yamba Yamba Choukou Oto Konda Pene Ngongo Lutete, il y a un problème qui se pose. Le problème des afrodescendants. Le passeport unique africain auquel vous faites allusion est toujours attendu. La création des États-Unis d'Afrique est toujours attendue. L'unité monétaire, la monnaie unique africaine ne vient toujours pas.
Et donc, chaque nation reste dans son petit lyre national. Et pendant ce temps, les Afro-descendants sont tués aux États-Unis. Il n'y a pas d'issue pour eux. Qu'est-ce que vous, ancêtres de l'Afrique, panafricaniste, M. Yamba Yamba, en tant que panafricaniste, votre réaction? Désolation totale. Désolation totale. J'ai eu la chair de poule. Mon sang a saigné lorsque j'ai vu cette image. Mais j'ai compris. Parce que nous sommes faibles dans le combat. Il faut peut-être une nouvelle façon. Et c'est comme ça que nous avons créé la nouvelle vision panafricaine. Il ne faut pas s'en douter. Croyez africains. N'est-ce pas lorsqu'il y a eu traite négrière, nous avons été déportés par les Arabes, les Arabo-musulmans. On était plus de 17 millions de personnes, 8 millions de morts. Les restes qui sont allés jusqu'à Turquie, en Arabie Saoudite, pas, en Perse, en Turquie. Quand vous y allez, vous ne trouvez plus de Noirs. Les quelques rares Noirs que nous pouvons trouver, c'est dans les Caraïbes, à Guyane, dans les Antilles, en Guadeloupe. Je sais qu'en Haïti, même en Nouvelle-Calédonie. Ils ont tous été exterminés. Ils ont été. Au moins, c'est là. On survécu. Beaucoup sont morts dans les caves. Et il y a un groupe de Noirs qui sont allés dans les Amériques. C'est ce qu'on appelle les Afro-descendants, mais ce sont des enfants des esclaves. Ils sont considérés jusqu'aujourd'hui comme des esclaves. Raison pour laquelle Marcus Garvey, qui est un Noir afro-descendant, né de Jamaïque, a décidé de retour. Ce n'est pas pour rien qu'après, ce n'est pas la libération des Noirs américains. Beaucoup auraient souhaité de rentrer en Afrique. La République de Libéria que vous avez là, ce sont des Noirs qui sont venus des États-Unis, etc. D'autres sont restés. Mais regardez comment ils sont traités. Regardez comment ils sont traités. On tue quelqu'un comme ça à ciel ouvert, les gens sont en train de regarder, ils sont en train de rigoler. Yamba Yamba Choukoto, quand vous êtes opérateur politique, ça fait très mal. Qu'est-ce que vous faites? Ça fait pleurer les images qui font pleurer. Alors, maintenant, et c'est comme ça que j'ai toujours dit que nous avons un défi politique. Le plus grand défi que nous avons aujourd'hui pour la restauration, la renaissance africaine, c'est le défi politique. Quel type d'hommes politiques nous devons avoir dans nos États? Aujourd'hui, les politiques que nous avons, pour la plupart, sont des gens qui sont en acquiescence compatible avec les Occidentaux et les Orientaux aujourd'hui, parce que les Orientaux, notamment les Asiatiques, se sont ajoutés dans la danse. Ils ont des intérêts et ils choisissent des hommes. Il arrive des fois où on nous en frotte. Les gens qui sont soutenus par les Occidentaux, les autres sont soutenus par les Asiatiques et on fait la confrontation. Il faut avoir des hommes et des femmes panafricanistes qui croient que les Africains peuvent être autonomes, peuvent avoir la pensée autonome, peuvent avoir la spiritualité authentique, peuvent s'organiser, peuvent s'inspirer véritablement de nos ancêtres, peuvent construire une nouvelle dynamique au niveau de l'organisation politique et cesser véritablement d'imiter les autres. Ça, on en a besoin. C'est une nouvelle génération qui va se créer au travers de cette nouvelle vision africaine. Première chose. Deuxième chose, il faut prendre contact avec tous ces Afro-descendants. Il y en a il n'y a pas que tout le monde qui est malheureux aux États-Unis, non. Il y a des Afro-descendants qui plairent et qui ont pris connaissance aujourd'hui. Je me suis retrouvé à La Rochelle, à l'ouest de la France. J'ai rencontré un Guyanais. Et quand je lui dis, parce qu'il nous conduisait dans un véhicule, j'ai dit, tu es mon frère. Il dit, non, je ne suis pas ton frère. Je ne suis pas ton frère, moi, je suis français, moi. Moi, je dis, ah bon, tu n'es pas mon frère. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait les sondages, avec le travail d'Ama Mazama, avec le travail de Motunde, avec le travail de Titiana, etc. Ils sont nombreux. Professeur Molefi. Molefi en santé, aux États-Unis bien entendu. Il y en a ceux qui sont dans les Caraïbes. On n'a pas besoin, c'est pas, pose la question. L'étude qui a été faite montre très clairement qu'au moins les Caribéens, les Noirs de Caraïbes, 80% sont conscients qu'ils sont venus d'Afrique. Mais par le passé, il n'y en avait rien.
C'est le début du commencement. Le début du Ah ben voilà, c'est un bon bondissement. En tant que politicien, comment on peut résoudre cette question? Des tueries, ils ont quand même une patrie, la patrie de leur ancêtre, le Kama, l'Afrique. Vous, en tant qu'opérateur politique, M. Yamba Yamba Choukou-Oto, qu'on appelle Ngongo Lutete, qu'est-ce que vous dites et quel discours proposez-vous pour sauver ces Africains? Le président Patrice Talon avait déjà pris un certain nombre de dispositions par rapport à ces questions. Il a dit que tout afro-descendant qui souhaiterait peut avoir le passeport béninois et il descendrait volontiers. Il peut double nationalité, pourquoi pas. Et je crois aujourd'hui, mais non, mais nous sommes en train véritablement d'en parler en RDC. Et croyez-moi, le président de la République est un panafricaniste. Mais il veut qu'on y aille étape par étape. Mais la question, par exemple, de pouvoir donner ne serait-ce que le passeport aux afro-descendants, ce n'est pas une question difficile, etc. Parce que nous avons un espace d'1 345 000 km² et nous avons un terrain que ces gens viennent, ils ont des moyens, ils peuvent s'installer, ils vont s'investir. Ici, sur la route du Congo central, il y a un Caribéen qui est arrivé ici et qui s'est installé. Il est chez lui. Ah ben voilà, il est chez lui. Il est chez lui. Donc, je voudrais quand même que cette image qu'on venait de vivre, pas pour construire le racisme, pas pour construire le dédain, pas pour construire la xénophobie, mais simplement dire que ça suffit. Il est anormal qu'en ce XXIe siècle, surtout pour les États-Unis, composés de plusieurs races, plusieurs ethnies, plusieurs personnes venues de plusieurs horizons, etc., et que le noir soit véritablement le dénom de la farce. On va l'éliminer en ciel ouvert, comme ça, par la police qui est censée véritablement les protéger. Et nous avons intérêt aujourd'hui d'accélérer plusieurs choses. Et d'ailleurs, nous ne sommes plus à l'Organisation des Unités africaines, nous sommes maintenant à l'IA, l'Union africaine. Et donc, nous avons intérêt qu'on construise une sorte de rupture avec ce qui s'est passé à l'OIA et qu'on puisse véritablement prendre un certain nombre de décisions. La monnaie commune africaine, on attend quoi? La défense commune. Comment pouvez-vous imaginer, lorsque le colonel Kadhafi est en difficulté et que les Occidentaux prennent la décision de venir éliminer à bonne et due forme, c'est pas un président africain. Et pourtant, l'OIA a le service de sécurité, etc., qui aurait pu actionner les choses. Je vous informe, pour terminer, que l'Union africaine est soutenue. Les personnels de l'Union africaine sont payés par l'Union européenne à proportion de 90%. Ce qui est grave. Et pourtant, nous avons 54 États. Gravissime, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que les Africains se réveillent, que nous ayons des politiques qui sont des panafricanistes, qui pensent que l'Afrique mérite respect et considération. Et donc, à partir de notre génie, si nous avons des panafricanistes, on va créer un Parlement africain. On va créer... Nous aurons des ministres, nous aurons des députés, nous aurons des présidents. Et là, ça sera votre mot de la fin, parce qu'on a dépassé carrément les minutes. Bien entendu. Juste votre mot de la fin. Et tous ces gens-là vont aider à ce que, dans notre constitution, que nous soyons, que nous prenions le fédéralisme. Tout à fait. Et cela va remonter jusqu'au niveau de l'échelle africaine, où on aura un État fédéral, et ce qui va permettre à ce que nous ayons des États fédérés, mais au modèle africain, comme nous avons vécu la confédération des royautés. Ce n'est pas comme aux États-Unis, ah non. Il faut construire notre propre modèle qui s'inspire de notre richesse patrimoniale. Et ça, c'est très important. Et bien, il faut également une volonté aujourd'hui des hommes politiques qui travaillent, ne serait-ce que pour préparer, n'est-ce pas, la chose dans le sens que demain, en tout cas en 2060, avec ce qu'on appelle l'agenda 2063, que les Africains soient en mesure de se dire voilà, maintenant, nous sommes capables de relever le défi. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de notre numéro d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'issue pour l'Afrique si elle ne se réunissait pas. Et donc, vous avez eu la réponse de M. Yamba Yamba Choukou-Oto Kondapene Ngongo Lutete, président de la nouvelle vision panafricaine, qui a essayé un peu de vous expliquer les raisons pour lesquelles l'Union africaine ou l'Organisation de l'Unité africaine, créée depuis l'an 1993, a échoué. Et donc, le tout dernier mot en une minute, M. Yamba Yamba Choukou, pour ceux qui vous ont pris en route, qu'est-ce que vous pouvez dire, les perspectives d'avenir, juste en une minute, pour l'Union africaine? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelles sont les erreurs qui doivent être corrigées
par cette organisation dans l'avenir? Juste en une minute. Bon, les États-Unis d'Afrique est la solution, la voie obligée pour la restauration ou la renaissance de l'Afrique. Et qu'on ne puisse pas croire que c'est une rêverie romantique. C'est la réalité. Parce que nous avons 3 composantes qui nous rassurent. La composante géographique, qui est la taille de 30 000 millions de kilomètres carrés. Nous avons la composante population. Aujourd'hui, nous sommes à 1,250 milliard. En 2050, on sera à 2 milliards. En 2100, on sera à 4 milliards. Et donc, c'est une grande population. Et nous aurons 60% de la population jeune qui est une population active. Nous avons également des ressources minières, des ressources naturelles, etc. Ces 3 composantes, ces 3 outils peuvent nous rassurer. Cependant, il y a des défis politiques. Il faut changer, il faut quitter la démocratie occidentale. Il faut changer notre système éducatif. Il faut changer notre organisation politique. Il faut changer, il faut orienter les médias. Il faut créer nos propres confréries spirituelles. Il faut créer nos propres ONG. Merci. Il faut créer nos propres agences. Merci. Il faut sortir, n'est-ce pas, de la tutelle, des institutions financières internationales pour que nous puissions affirmer notre pension autonome. C'est de cette manière-là que nous allons relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Merci, monsieur Yamba Yamba Choukou Otokonda Pene Ngongol Lutete. Vous étiez nombreux à le suivre. Vous avez déjà pris le goût de le suivre. Et donc, notre numéro d'aujourd'hui se termine par là. Le prochain, ça sera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Grand remerciement à M. Jerry Massamwani et à M. Gilles Fimbayo qui nous ont accompagnés à la régie. Et donc, grand remerciement à vous tous, les amateurs des nouvelles visions panafricaines. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous et à la prochaine. Après le confinement, nous aurons une grande rencontre. Merci, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Omi mame jani, ela toko donga dake, papa yamba yamba, wekele est honorable, il a beaucoup songa, papa yemwe, wadi yemwe, koide yemwe, papa yemoko. Papa honorable, yama on a papa choqué. Dola bengue. Toke nyangomelo. Toke nyangomelo, marosa sa papa honorable choco. Ewo ko. Papa yamba. Eto dakoto, kato dakoto. Tondakolo, keko kimetoko, toko lengela.